Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a deux oreilles. Donc, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en plus, notre système auditif, il écoute en stéréo, donc il a une capacité de localisation dans l'espace. Alors, ça marche comment? Ça marche par le fait que si je me tourne comme dans ce sens-là, puis si quelqu'un me parle, le son va arriver à mon oreille droite un petit peu avant mon oreille gauche. Donc le cerveau va décoder ce délai entre les deux oreilles et mon cerveau va interpréter ça comme une direction d'arrivée du son. Okay? Donc ça marche dans le plan horizontal, mais dans le plan vertical, c'est pas évident, parce que là, comment je fais pour savoir que ça vient d'ici ou d'ici? Ça va arriver en même temps sur mes deux oreilles. Donc dans le plan vertical, notre système auditif, il va détecter tout par la diffraction du tronc, la diffraction de la tête, la façon dont le son va être modifié par mon corps, suivant la direction dans laquelle il arrive, soit vers le haut ou plutôt vers là. Okay. Notre capacité de localisation est beaucoup moins précise dans cette direction-là que dans cette direction-là. Parce que, en fait, dans la vraie vie, les sons, ils arrivent plutôt à l'horizontale et rarement du dessus ou du dessous. Okay. Donc, on a aussi, par l'évolution, développé une bien meilleure capacité de localisation dans le plan horizontal. Bon, ça c'est vrai en basse fréquence. En plus haute fréquence, l'indice de localisation, c'est le fait, encore une fois, que si je me tourne, que vous me parlez, le son qui va arriver à mon oreille droite va être plus fort que le son qui arrive à mon oreille gauche, parce que la tête va faire comme un écran. Donc ça, en plus haute fréquence, c'est la façon dont l'oreille va détecter les directions d'arrivée. Alors l'oreille, le système auditif est capable aussi de détecter d'une certaine façon la distance, pas seulement la direction, mais est-ce qu'une source de bruit est plus ou moins près. Mais ça, c'est un petit peu moins précis. En fait, ça se fait via, à partir du contenu spectral et puis de la réverbération. Je peux vous donner un exemple, c'est pas forcément toujours très très flagrant, mais bon, ça c'est l'original. Siehe, wir hassen, wir streiten. Es trennet uns Neigung und Meinung. Aber es bleichet indes dir sich die Locke wie mir. Je vais vous faire entendre le même extrait, si je retrouve ma souris, dans lequel on a coupé le contenu haute fréquence et on a rajouté un petit peu de réverbération. Je vais vous faire réentendre l'original parce que vous avez eu le temps de l'oublier. Siehe, wir hassen, wir streiten. Es trennet uns Neigung und Meinung. Aber es bleichet indes dir sich die Locke wie mir. Siehe, wir hassen, wir streiten. Es trennet uns Neigung und Meinung. Aber es bleichet indes dir sich die Locke wie mir. Donc dans le deuxième, on a l'impression que c'est un peu plus loin, même si c'est la même amplitude de son, c'est le même niveau dans les deux extraits. Le simple fait qu'on a renforcé le contenu basse fréquence, le simple fait qu'on ait rajouté un peu de réverbération, ça c'est des effets qui naturellement vont se produire quand les sources sonores vont avoir tendance à s'éloigner. Donc les basses fréquences vont mieux se propager plus loin, et puis il va y avoir de la réverbération qui va se rajouter de l'environnement. Donc notre cerveau, il décode ces effets comme un effet de distance, essentiellement. Et puis l'effet de précédence, donc un effet aussi bien connu quand on est dans des locaux relativement fermés, où là, en fait, le son que vous entendez de ma voix, c'est d'une part le son direct qui se propage de ma bouche vers vos oreilles, et puis toutes les réflexions par les murs, par le plafond, par le plancher, par tous les objets. Donc comment, à l'intérieur de ce chaos finalement, parce que c'est un chaos, c'est des ondes qui se réfléchissent dans toutes les directions, comment dans tout ce chaos vous êtes capable de détecter que oui, je suis ici en avant devant vous, c'est en fait parce que votre cerveau, il utilise le premier front d'onde qui arrive vers vous. Il utilise vraiment le son direct
Et il occulte un petit peu l'information qui vient des ondes réfléchies pour vous dire « Ah, la source, elle est en avant ». Donc ça, c'est un effet aussi que le cerveau utilise pour localiser dans l'espace, le système auditif. Je vais passer là-dessus. Ça c'est intéressant. Alors, je vais peut-être vous montrer simplement parce qu'il y a un... Alors, ça, c'est rigolo. Je vais vous le montrer quand même. Alors, il y a... il y a une forte interaction entre la modalité visuelle et la modalité acoustique. En fait, notre système, il n'entend pas indépendamment de ce qu'on voit. Et en fait, même notre système auditif, d'une certaine façon, il est biaisé par ce qu'on voit. Donc la modalité visuelle tend à prendre le dessus, parfois, sur ce qu'on entend. Alors, il y a un effet qui s'appelle l'effet McGurk, qui est très illustratif de ce phénomène. Donc je vais vous faire écouter. At any one moment, we are being bombarded by sensory information. Our brains do a remarkable job of making sense of it all. It seems easy enough to separate the sounds we hear from the sights we see. But there is one illusion that reveals this isn't always the case. Ba, ba, ba. Have a look at this. What do you hear? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. But look what happens when we change the picture. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba. And yet, the sound hasn't changed. In every clip, you are only ever hearing ba with a B. Ba, ba. Ba. It's an illusion known as the McGurk effect. Ba. Take another look. Ba. Concentrate first on the right of the screen. Ba. Now to the left of the screen. Ba. The illusion occurs because what you are seeing clashes with what you are hearing. Ba. In the illusion, what we see overrides what we hear. So the... Ça marchait pour vous? Donc, bon, je pense que c'est une bonne illustration du fait que, dans certains cas, justement, la modalité visuelle prend le dessus. Alors, pour en arriver au sujet qui nous intéresse, avant que ça se termine, le bruit, la surdité, le bruit, la surdité, les problèmes associés au bruit. Alors, on l'a dit tantôt un petit peu, le bruit, ça correspond de façon physiologique à la destruction progressive et irréversible des cellules ciliées de l'oreille. D'abord dans la bande de fréquence 4 kHz. En fait, l'oreille humaine a un maximum de sensibilité entre 1000 Hz et 4000 Hz. C'est pour ça, tantôt, quand je jouais les sons purs, là, quand je montais la gamme, quand c'était 2000 Hz, là, ça commençait à être gênant, puis 4000 Hz, c'était gênant, puis 8000 Hz, là, à nouveau, c'est moins embêtant. C'est parce que notre oreille a un maximum de sensibilité dans cette bande-là, entre 1000 et 4000, disons. C'est la première maladie professionnelle au Canada, de loin, de loin. Avant les maladies du dos. Ça touche énormément de travailleurs au Canada. 35% des travailleurs dans l'industrie manufacturière sont exposés à des niveaux de bruit dommageable. C'est quoi la réglementation pour le bruit en milieu de travail? Là, je parle du bruit en milieu de travail. C'est ça. C'est 90 dB pendant 8 heures. Donc un travailleur, il peut, suivant la loi, sur le bruit en milieu de travail, être exposé à des niveaux de bruit qui vont jusqu'à 90 dB pendant 8 heures. Ou
on peut tolérer 95, mais pendant 4 heures, ou 100 dB pendant 2 heures, ou 105 pendant 1 heure, etc. Donc, dépendamment de l'amplitude, bon, la dose d'exposition va varier. J'aimerais bien là vous faire éprouver c'est quoi 90 dB. Donc ici j'ai un, j'ai un sonomètre qu'on va utiliser et puis on va jouer un petit peu de bruit blanc. Donc je vais faire quelques manipulations. Tiens, ici. Alors, lui, il joue toujours. Ok. Donc, on va le calmer un petit peu. Baisser un petit peu. Un petit coup encore. Coup encore. C'est ça qu'il y a des musiciens, donc ils vont pas m'aimer. Ouais. Ouais. C'est fou. Bah en fait, c'est 90. Ouais, ça c'est un bruit blanc. Là, mais oui. Là, alors attention, bon, là j'étais juste là, donc mon sonomètre il est là, hein. Donc vous êtes encore un peu plus loin, donc le sonomètre il est encore plus proche du haut-parleur que vous, donc il reçoit plus encore. La loi au Québec dit 90, hein. Dans la plupart des pays industrialisés c'est 85, donc on est en retard, on est en retard, oui on est en retard au Québec de ce point de vue. On est bien en retard. Donc, imaginez, alors à 90 décibels, c'est sûr que jour après jour, des travailleurs exposés à ces niveaux de bruit-là vont avoir des dommages au niveau du système auditif qui sont irréversibles. Donc, nécessairement, il va y avoir apparition de la surdité. Alors, la surdité, regardez les publicités qu'on voit à la télé, la CSST. Hein? On voit un gars qui se coupe le bras, la main, qui se tombe, qui se fait une fracture. On ne voit jamais un gars qui devient sourd. La surdité, c'est pas spectaculaire, ça saigne pas. C'est progressif, c'est très pernicieux. Tu es un tout petit peu plus sourd à chaque jour. Tu es un tout petit peu plus isolé à chaque jour. C'est quelque chose qui est très, très, très progressif. Mais c'est de loin la première maladie professionnelle au Canada et ça coûte extrêmement cher à la société parce que ces travailleurs qui sont sourds, il faut les indemniser, donc c'est des coûts sociaux qui sont gigantesques. Et c'est pas uniquement un problème de professionnel puisque les jeunes aujourd'hui sont très exposés aussi dans les pays occidentaux. Alors là on parle de bruit en milieu de travail, mais bon il y a toute la problématique des jeunes qui écoutent la musique avec des écouteurs. Et on sait, là c'est documenté, que ces jeunes-là probablement s'exposent à des problèmes d'audition quand ils vont devenir plus vieux. Ouais, oui. Ça fait peur, hein? Non, on le sait. Et c'est la raison pour laquelle, bon, en milieu de travail, quand on fait de l'acoustique ou quand on s'intéresse à la réduction du bruit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 3 choses essentiellement.
On peut dire, je vais mettre des coquilles sur le travailleur, des bouchons, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de bruit qui rentre dans ses oreilles. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est on peut encoffrer les machines, on peut mettre des écrans, on peut faire en sorte que le bruit, finalement, ne se rende pas, soit comme bloqué dans sa propagation. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on peut faire en sorte que la source de bruit, que la machine, que le véhicule, que le machin qui fait du bruit, il en fasse moins. Donc on redesign, on repense la machine, le procédé bruyant pour en réduire de bruit. De ces trois façons de faire, la plus intelligente, évidemment, c'est la troisième. Parce que un casque sur les oreilles du travailleur, le travailleur, il va, au bout de 5 minutes, il va enlever le casque parce qu'il fait trop chaud, que le casque, ça n'a jamais l'efficacité que ça a, puis qu'à un moment donné, il va avoir besoin de parler à son chum, donc il va enlever le casque. Puis vous avez vu comment, à mesure que l'amplitude du bruit augmente, la dose, la durée d'exposition tolérée diminue très vite. Donc s'il se prend 110 dB pendant 10 minutes, c'est éventuellement suffisant pour créer le dommage. Donc la réduction du bruit à la source, c'est la seule façon viable de s'en sortir.